Salut les streamers, nous voilà aujourd'hui à quelques jours d'Halloween. Nous vous avons donc concocté un débat très centré sur ce thème. On va rigoler, on verra qui rira le dernier. Et oui les streamers, aujourd'hui nous parlerons de toutes les légendes qui symbolisent la fête de Halloween. Nous parlerons de ceux qui leur définissent, leur origine, et leur raison d'extinction ou si elles perdurent toujours, non loin de nous. N'attendons plus, commençons. Oui, commençons ce débat. À toi l'honneur, Jimmy. Pour ce premier sujet du débat, je sélectionne la légendaire momie. Très connue dans le monde, plus particulièrement en Égypte, la momie est un emblème qui fait partie de Halloween, mais son origine, ou plus précisément sa pratique, a été utilisée il y a plusieurs millions d'années. En effet, il y a plusieurs siècles, les Égyptiens pratiquaient la momification pour permettre conservation des corps dans le temps. Ces humains, après leur mort, ont subi un traitement spécifique. Une fois le corps desséché, ils l'entourent de bandelettes et sont placés dans des sépultures. Des embaumeurs purifient le corps nu du défunt avec de l'eau sacrée et une fumigation à la résine de térébinthe. Après incision le long du flanc ou au niveau de l'abdomen, ils lavent l'intérieur du corps à l'eau ou au vin de palme additionné d'une infusion d'épices et d'aromates. Si les anciens Égyptiens ont momifié les corps, c'est suite à la légende d'Isis et d'Osiris. Note, la déesse du ciel mit au monde 4 enfants divins, Osiris, Isis et Nephthys qui étaient beaux, sages et purs. Mais le quatrième, Seth, était d'une incroyable méchanceté. Osiris régna pendant de longues années avec sa femme et sœur Isis. C'était un pharaon aimé de son peuple, juste et sage. Mais Seth qui était devenu jaloux d'Osiris, décida de le tuer. Il fit construire un coffre incrusté de pierres précieuses juste à la taille de son frère. Lors d'un banquet, il offrit le coffre à celui qui rentrerait le mieux dedans, et malheureusement, ce fut Osiris. Dès qu'il fut allongé dans le fameux coffre, Seth le referma. Ce coffre devint le cercueil d'Osiris. Seth le fit sceller, jeté dans le Nil et se proclama lui-même roi. Le sarcophage flotta sur le Nil et s'échoua sur les côtes de Byblos où il s'emmêla dans les branches d'un arbre énorme. Celui-ci en grandissant recouvrit complètement le sarcophage. Cet arbre fut plus tard abattu pour servir de pilier au palais du roi de Byblos. Pendant ce temps, Isis cherchait le corps de son mari partout. Elle finit par arriver à Byblos où elle détruisit le pilier avec l'aide de la reine et délivra le cercueil. Elle ramena le corps d'Osiris afin de l'enterrer en Égypte. Hélas, Seth la prit et fit découper le corps de son frère en 14 morceaux qu'il fit éparpiller aux 4 coins du monde, 13 morceaux, le 14e étant son pénis. Isis demanda alors de l'aide à sa sœur Nephthys et celle-ci les transforma en oiseaux pour parcourir le monde et ramener les 14 morceaux. Elle n'en trouva malheureusement que 13 car le morceau manquant, le pénis, avait été mangé par un poisson. Isis reconstitua donc le corps de son mari ainsi que son pénis et maintint le tout dans des bandelettes très serrées. Elle fit ensuite une incantation magique qui devait redonner la vie à son mari. Cela fonctionna, ainsi elle mit au monde un fils, Horus, qui en grandissant, ne pensait qu'à venger la mort de son père. Osiris lui, continua de régner sur un trône parallèle, celui du royaume des morts. L'histoire d'Osiris nourrit donc l'espoir d'une vie après la mort et, depuis ce jour, Horus fut le roi des vivants et Osiris, son père, celui des morts. De même, c'est également cet espoir de vie après la mort qui engendra la tradition de momification dans l'Égypte antique. Existe-t-elle toujours? Grâce à leur traitement fiable, les momies perdurent toujours dans leur lieu d'origine pour la plupart. Certaines sont en exposition en musée, une, très emblématique, Toutankhamon, ou plus précisément son sarcophage doit être exposé au musée en Égypte, près de Gizeh. Très bien, maintenant nous parlerons de la légende du Dr Frankenstein. Le monstre de Frankenstein est un personnage créé par un savant fou à partir de l'électricité, un peu comme Sally de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il a été entièrement conçu par les mains de l'homme, il représente aussi la naissance de la science-fiction. On y trouve, pour la première fois, un mythe qui se fonde sur des spéculations scientifiques et pas uniquement sur des éléments surnaturels. À la différence d'autres monstres, comme les vampires ou les loups-garous, le monstre est né dans un laboratoire grâce au souffle vital que lui a transmis un humain, Victor Frankenstein. Le loup-garou. Le 17 juin, c'est la nuit de la 6e pleine lune que certains humains, selon le mythe, se transformeraient en créatures anthropomorphes, une espèce proche du loup. La métamorphose se reproduit périodiquement, à chaque pleine lune, les condamnant à errer jusqu'au matin.
Doté d'une force colossale et d'une grande férocité, cet animal légendaire serait capable de tuer de nombreuses personnes en une seule nuit, en particulier les enfants, ce dont ils ne se rappellent généralement plus après avoir repris forme humaine juste avant le lever du soleil. Les premières références à la lycanthropie, le mot savant pour parler de ce phénomène, remontent à l'Antiquité. L'origine même du terme vient de la mythologie grecque, le roi d'Arcadie Lycaon ayant été changé en loup par Zeus pour avoir osé servir de la chair humaine lors d'un banquet. Dès le 5e siècle avant notre ère, Hérodote, que l'on considère comme le premier historien, relate dans ses écrits que les Grecs qui s'établirent sur les bords de la mer Noire considéraient les habitants de ces contrées comme des magiciens capables de se métamorphoser en loups. L'origine du mythe des clowns. En 1874, à Berlin, le clown qui fait toujours les délices familiaux des cirques apparaît à la suite d'une pitrerie. L'Auguste vient de naître. Un mythe aussi, un dimanche de 1874. La foule se presse au Circus Friends à Berlin, l'un des grands cirques de l'époque, qui vit alors son âge d'or. Un écuyer étourdi, ou un garçon de piste, trébuche sur la piste et s'effondre de tout son long dans la sciure, comme s'il s'était fait un croche-pied à lui-même. Sans faire exprès, le public se tord de rire, et traite le maladroit d'idiot, qui se dit « Auguste » en argot berlinois. Le directeur du cirque en redemande. Le clown nouveau vient de naître. Le vrai, le lunaire, le vulnérable, celui qui fait rire malgré lui de nos petits ridicules, et qui va connaître jusqu'à aujourd'hui une glorieuse descendance, est bien plus apprécié que le clown blanc solennel et raide grave des débuts du cirque. Mais l'histoire est-elle vraie? Il en existe plusieurs versions, toutes assez proches, confie Pascal Jacob, un puits de sciences circassien, à la fois universitaire, créateur de costumes, collectionneur boulimique, qui vient de publier « Une histoire du cirque splendide balade sous les chapiteaux des siècles passés ». L'Auguste pourrait aussi renvoyer à Augusto, le père d'un clan d'acrobates italiens, chargé de la gestion du matériel des voltigeurs, qui aurait malencontreusement fait tomber un câble en plein spectacle, provoquant les quolibets mais aussi les hurrahs du public. Cette scène se serait elle aussi déroulée au Circus Friends de Berlin, qui est de toute façon le lieu de ce moment fondateur. Dans cette version, il est possible que les Berlinois aient apostrophé Augusto par son prénom, comme cela se faisait beaucoup quand on présentait les artistes. Quelle que soit la bonne version, la certitude, c'est qu'il s'est passé sur la piste un truc rigolo et imprévu qui a fait réfléchir les gens et a donné naissance à une nouvelle forme d'humour, ajoute le spécialiste. Il fallait aussi, au bord de la piste, l'un des plus grands directeurs de cirque du 19e siècle pour transformer l'incident en trouvaille de génie. Auguste devient à cette époque la traduction de Pitre dans les dictionnaires allemands. L'origine du mythe de la sorcière. Le culte des sorcières a eu dans toutes les époques des sorcières et des sorciers, mais le terme « sorcier » au masculin est assez récent, car ce terme masculin n'existait pas dans les langues anciennes, tout comme dans le latin et le vieil anglais, pour lesquels le terme « sorcière » a toujours été accordé, aussi bien pour les hommes pratiquant le culte des sorcières, que pour les femmes pratiquant. L'origine des sorcières remonte à l'Antiquité, et dans cette époque très lointaine la sorcière était une sorte de femme chamane et païenne, qui vivait en osmose avec la nature. Elle communiquait et invoquait les esprits de la nature, et elle vénérait les deux grands luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune. À travers le soleil et la lune, la sorcière y voyait la représentation des énergies du masculin sacré et du féminin sacré, c'est-à-dire du dieu solaire et de la déesse lunaire. La religion des sorcières a donc toujours eu comme attribut le dieu solaire, et la déesse lunaire, qu'on qualifiera plus tard sous le terme de culte des sorcières au cours de l'histoire des sorcières, selon les régions où elles vivaient, et selon les panthéons qui y dominaient. Le dieu et la déesse des sorcières ont pris des chemins symboliques et des dénominations assez variées, comme par exemple des divinités solaires telles que Apollon, Bélénos, Osiris, Horus, etc., et des divinités lunaires telles que Artémis, Diane, Hécate, Isis, etc. Dans l'Antiquité, la religion des sorcières était imbriquée dans la religion dite païenne. Ensuite, au cours des siècles, elle fut influencée dans certaines régions par le chamanisme, la religion celtique, par les cultes religieux de la Grèce antique, ou dans d'autres régions par les cultes religieux nordiques. Par la suite, la religion des sorcières s'épanouira et s'émancipera complètement au cours de la période où régnaient sur toute l'Europe les fondements spirituels de l'Empire romain. En effet, la spiritualité dans la Rome antique était composée d'un ensemble de cheminements spirituels et initiatiques assez tolérants, et qui donc reconnaissaient, engloutissaient, et absorbaient tous les différents cultes religieux pratiqués dans la région de l'Europe occupée sous l'Empire romain.
ce qui donnera naissance à un paganisme assez proche du néopaganisme actuel et nommé dans les livres d'histoire par le terme « la vieille religion » ou « l'ancienne religion ». C'est à travers cet épanouissement religieux, initiatique et spirituel dans la Rome antique qu'est né ce que l'on pourrait qualifier de « culte des sorcières », c'est-à-dire les fondements de la religion des sorcières. Je poursuis avec les vampires. Le vampire est un type de revenant qui fait partie des grandes créatures légendaires issues des mythologies où se combinent de diverses manières l'inquiétude de l'au-delà et le mystère du sang. Suivant différents folklores et selon la superstition la plus courante, ce mort-vivant se nourrit du sang des vivants afin d'en tirer sa force vitale, ses victimes devenant parfois des vampires après leur mort. La légende du vampire puise ses origines dans des traditions mythologiques anciennes et diverses. Elle se retrouve dans toutes sortes de cultures à travers le monde. Le personnage du vampire est popularisé en Europe au début du XVIIIe siècle. Vers 1725, le mot « vampire » apparaît dans les légendes d'Arnold Paul et de Peter Plogojowicz, deux soldats autrichiens qui, lors d'une guerre entre l'Empire d'Autriche et l'Empire ottoman, seraient revenus après leur mort sous forme de vampires, pour hanter les villages de Medvegia et Kisiljevo. Selon ces légendes, les vampires sont dépeints comme des revenants en linceul qui, visitant leurs aimés ou leurs proches, causent mort et désolation. Michael Ranefte écrit un ouvrage, le De Masticatione Mortuorum in Tumuli 1728 dans lequel il examine la croyance dans les vampires. Le revenant y est complètement, et pour la première fois, assimilé à un vampire, puisque Ranefte utilise le terme slave de vampiri. Par la suite, le bénédictine Lorrain Augustin Calmet décrit, dans son traité sur les apparitions 1751, le vampire comme un revenant, le distinguant ainsi des revenants immatériels comme les fantômes et autres esprits. La vampire est ainsi assimilée aux strigois et aux striges, dont le corps est physique, matériel. Diverses explications sont avancées au fil du temps pour expliquer l'universalité du mythe du vampire, entre autres les phénomènes de décomposition des cadavres, les enfouissements vivants, des maladies telles que la tuberculose, la rage et la porphyrie, ou encore le vampirisme clinique affectant les tueurs en série qui consomment du sang humain. Des explications scientifiques, psychanalytiques ou encore sociologiques tentent de cerner la raison qui fait que le mythe du vampire perdure à travers les siècles et les civilisations. Le personnage charismatique et sophistiqué du vampire des fictions modernes apparaît avec la publication en 1819 du livre Le Vampire de John Polidori, dont le héros mort-vivant est inspiré par Lord Byron, Polidori étant son médecin personnel. Le livre remporte un grand succès mais c'est surtout l'ouvrage de Bram Stoker paru en 1897, Dracula, qui reste la quintessence du genre, établissant une image du vampire toujours populaire de nos jours dans les ouvrages de fiction, même s'il est assez éloigné de ses ancêtres folkloriques avec lesquels il ne conserve que peu de points communs. Avec le cinéma, le vampire moderne est devenu une figure incontournable, aussi bien dans le domaine de la littérature que de celui des jeux vidéo, des jeux de rôle, de l'animation ou encore de la bande dessinée. La croyance en ces créatures perdure et se poursuit aussi bien dans le folklore populaire que par des cultures, notamment gothiques, qui s'y identifient. Les morts vivants. Depuis des décennies, ils sortent de leur tombe pour hanter notre imaginaire. Mais que sait-on vraiment de ces créatures mort-vivantes? Au cinéma, il est bien connu. Hagard, affamé de cervelle et moitié décomposé, le zombie cherche à croquer les héros des films d'épouvante depuis les années 1930. Mais d'où vient ce personnage moitié mort, moitié vivant qui nourrit les scénaristes de longs métrages catastrophes? Son histoire est bien réelle et tire ses origines dans les cultes vaudous d'Haïti. De nombreux cas de zombification ont été relevés depuis plus d'un siècle, mélangeant drogue, esclavage et sciences occultes. Mais le zombie n'a pas inspiré que les scénaristes. Aujourd'hui, il est aussi l'objet d'études scientifiques. Des mathématiciens ont ainsi mesuré la vitesse de propagation d'une épidémie de zombies, tandis que des juristes s'interrogent sur l'impact d'une apocalypse provoquée par des ghouls sur le système fiscal américain. Devenu culte, le zombie a également inspiré les zombie walk, ces manifestations publiques ludiques ou politiques matinées d'hémoglobine. L'an dernier, son édition parisienne a regroupé plus de 2000 personnes. Une partie du débat très connu, les poltergeists. Un poltergeist, de l'allemand poltergeist, dérivé de poltern faire du bruit, et geist esprit, est un phénomène paranormal consistant à faire des bruits divers, des déplacements, apparitions ou disparitions d'objets et autres phénomènes a priori inexplicables. En général, ils sont considérés comme des phénomènes de petite hantise qui seraient liés à la présence d'un adolescent perturbé,
par opposition au phénomène de grande hantise qui suppose l'intervention de l'esprit d'un ou plusieurs morts, bien que la séparation ne soit pas toujours évidente. Dans le système de classification de Vallée, les poltergeists entrent dans la catégorie des anomalies à effet physique soit de type 2. Même si quelques cas demeurent inexpliqués, dans de nombreux cas, les présumés poltergeists ont trouvé, tôt ou tard, une explication ordinaire satisfaisante, qu'il s'agisse de causes naturelles, de fantasmes, ou de supercheries avérées. Ce point de vue, appliqué à l'ensemble des phénomènes paranormaux, est partagé par une large partie de la communauté scientifique. S'agissant de phénomènes dits paranormaux ou surnaturels, de nombreux témoignages sont souvent le fruit d'une imagination excessive de la part des témoins, voire de désordres psychologiques. Dans le cas des esprits frappeurs, il s'agit, dans la plupart des cas relevés, de bruits naturels venant du travail des menuiseries ou de la maçonnerie, du passage de petits animaux ou du bruit de cours d'eau souterrains. S'y ajoutent évidemment des supercheries délibérées, des plaisanteries de mauvais goût et des actes de malveillance. Selon le professeur Charles Richer, il dit que pour les phénomènes-là en effet, toutes les fraudes sont possibles, et l'expérience a prouvé que les fraudes étaient fréquentes, très fréquentes. Quand, dans une maison dite hantée, s'entendent des fracas divers, bruits de portes qui s'ouvrent et se ferment, roulements de meubles, bris de vaisselle, et tout le cortège ridicule de manifestations qui est de coutume dans les hantilles, l'idée vient tout d'abord qu'il s'agit d'une forte plaisanterie, faite par des individus mal intentionnés, des domestiques renvoyés, des gens intéressés à faire quitter la maison à tel ou tel de ses habitants. Le plus souvent il faut incriminer, comme cause de ces infestations, de très jeunes gens, de l'un ou l'autre sexe, à demi-idiots, à demi-vicieux, qui, sans trop comprendre ce qu'ils font, jettent des pierres, cassent des vitres, en dissimulant leurs gestes et en laissant croire qu'ils sont restés immobiles, n'ayant d'autre motif que de tromper. Toutefois, il reste un grand nombre de témoignages, de toutes les époques et dans toutes les cultures, qui tendent à démontrer qu'il se produit épisodiquement des phénomènes inexpliqués, constatés par des témoins dignes de foi et donnant parfois lieu à de très officiels constats de gendarmerie ou à des enquêtes approfondies, éventuellement accompagnés d'enregistrements physiques. La Grande Faucheuse. Ce symbole d'origine italienne est très présent durant tout le Moyen Âge et à la Renaissance, dans les peintures apocalyptiques et macabres comme celle de Peter Bruegel l'Ancien, Le Triomphe de la mort. La personnification de la mort en tant qu'entité vivante, consciente et sensible, est liée à l'idée de la mort et à son poids historique et philosophique considérable. Selon les langues, elle est un personnage soit féminin, soit masculin. Elle est souvent représentée sous forme d'un squelette ou d'un corps squelettique présentant quelques rares lambeaux de peau sur certains os, parfois vêtus d'un grand manteau noir à capuche et d'une cape. Dans le folklore occidental moderne, la mort est généralement représentée comme un squelette portant une robe, une toge noire avec capuche, et éventuellement avec une grande faux. À une époque où la peste noire faisait des ravages, la faucheuse représentait un être terrifiant venu happer les vivants d'un coup de lame. Les allégories de la mort ont été reprises maintes fois dans des œuvres plus récentes, notamment liées à la fantasy, avec la même symbolique qu'à leur origine. Pour mon dernier sujet du débat, j'ai sélectionné le diable en personne. Ladies and gentlemen, I wish you a happy Halloween. Dans le Moyen Âge, le diable existait déjà dans la Bible et les croyances populaires sous différentes appellations, Lucifer, Belzébuth, Satan. C'est à partir du XIIe siècle que l'Église et les penseurs chrétiens commencent à dépeindre le diable comme un être surnaturel et effrayant, symbole du mal absolu. Pendant le premier millénaire, il est concurrencé par des milliers de démons, plus ou moins sympathiques, hérités des folklores régionaux et du paganisme. C'est un personnage dont on se moque volontiers, que l'on escroque, et qui se retrouve à la fin des contes ou des mystères roués de coups sous les colibets d'une foule hilaire. Tout change à partir du XIIe siècle. Sous l'impulsion des communautés monastiques, qui jouent désormais un rôle social majeur, la représentation du diable commence à s'unifier. L'art roman introduit les premiers démons effrayants et l'enfer commence à être représenté. Cependant, tout cela reste imagination de moine, trop loin de l'homme du peuple pour l'inquiéter. D'autant que celui-ci ne doute pas de son salut. En effet, il lui suffit, pour être sauvé, d'être baptisé et de recevoir l'absolution de ses péchés avant sa mort. La vraie transformation a lieu vers le milieu du XIVe siècle. Que ce soit dans les discours des clercs, dans les livres ou dans l'art, le souverain des enfers amorce une métamorphose radicale. Désormais, il apparaît surhumain en même temps que bestial. On le représente de plus en plus grand, menaçant et impitoyable,
broyant les pêcheurs dans ses mains et les engloutissant dans ses différents orifices. Dès lors, plus question de se battre contre lui. Seule solution pour éviter les supplices des enfers. La crainte, la confession, la dévotion. Selon l'historien Robert Muchemble, dans son ouvrage intitulé Une histoire du diable, ce changement est favorisé par le contexte politique de l'époque. Mauvaise récolte, guerre de 100 ans, pandémie de peste noire. Les crises qui rythment les 14e et 15e siècles sonnent comme autant de manifestations d'une présence maléfique. Non seulement le diable devient un souverain terriblement puissant, mais désormais il se tapit dans les âmes et dans les corps, notamment ceux des femmes. Au 16e siècle, il devient une star. Il occupe tous les médias. Littérature, essais, art graphique, théâtre, rien ne se passe plus sans lui. Pour la fin du débat, le meilleur, nous débattrons sur le grand roi d'Halloween. Le fameux Mr. Jack, ou plutôt, le roi Jack-o'-lanterne. Jack-o'-lanterne, Stingy Jack ou Jack the Smith est représenté partout dans celle-ci. Son origine est très ancienne, venant d'un conte irlandais. Jack était un maréchal ferrant connu pour son caractère exécrable, méchant, avare, ivrogne, égoïste, il était tout à fait détestable. En dehors de son caractère, la vie de Jack n'avait rien de particulier, jusqu'au soir où dans une taverne il poussa quelqu'un. Cette personne n'était autre que le diable en personne qui lui proposa une faveur en échange de son âme. Juste avant d'accepter, Jack demande au diable de lui payer un dernier verre. Le malin se transforma en une pièce de monnaie pour payer le tavernier. Jack prit la pièce et la fourra dans sa bourse où se trouvait une croix en argent. Le diable se retrouva piégé, ne pouvant plus reprendre son apparence et dut accepter le marché proposé par Jack. Il attendrait 1 an avant de venir prendre son âme en échange de sa libération. L'année écoulée, le diable retrouve Jack sur une route en campagne et lui réclame son âme. Jack demanda au diable avant cela de lui cueillir une pomme sur un arbre. Le diable monta sur les épaules de Jack pour atteindre les branches et dès qu'il fut dessus, Jack dessina une croix sur le tronc. Le diable était à nouveau piégé et Jack obtint cette fois-ci qu'il ne vienne jamais chercher son âme. Une fois l'accord passé, il efface la croix et le diable put s'en aller. Comme tout être mortel, Jack finit un jour par mourir, mais compte tenu de son caractère, le paradis lui est refusé. Il se présente alors aux enfers, mais le diable se venge en lui refusant l'accès. Jack se retrouva réduit à l'état d'âme errante, constamment dans l'obscurité et ce jusqu'au jugement dernier. Il obtint néanmoins du diable un morceau de charbon ardent. Il le plaça dans un navet qu'il creusa pour se faire une lanterne. C'est en 1750 que l'on parle pour la première fois de Jack à la lanterne, soit de Jack-o'-lanterne pour désigner les veilleurs de nuit qui faisaient leur ronde avec une lanterne. Lorsque les Irlandais arrivèrent aux États-Unis, ne trouvant pas de navet, ils les remplacèrent par la seule chose qu'ils trouvèrent, des citrouilles. La coutume se répandit par la suite à travers tout le pays. Ah là là, j'adore ce débat. Oui, moi aussi. Et toi, qu'as-tu pensé de cette fin de trilogie pour Halloween? N'hésite pas à nous écrire de temps en temps en commentaire, ça nous aide, et ça nous permet de vous connaître également. L'année prochaine, une grosse mise à niveau de la chaîne sera prévue, pour un meilleur divertissement. En attendant, n'hésite pas à parler de nous à ton entourage, et par la suite, abonne-toi pour suivre régulièrement nos contenus. Et pour le soir du 31, nous te préparons une belle diffusion pour ta soirée qui tournera autour des 3h, et qui débutera à 21h. Tu as entendu, n'est-ce pas? Oui, nous t'attendrons le soir du 31 pour notre live soirée Halloween à partir de 21h. En attendant, nous te laissons te préparer physiquement car tu en auras besoin. Sur ce, à bientôt pour un nouveau débat.